La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Salut à tous. À partir de maintenant, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Damien, Raphaël, ravi de vous accueillir. Salut Marjorie. Hello. Salut Matt. Salut. Donc on tourne un des premiers épisodes du podcast OVNI et on va parler aujourd'hui de l'aventure OPS1000 et aussi de vos parcours dans la tech avec vos deux portraits, Damien et Raph. Yeah. Marjorie, merci d'être là également pour nous aider à apprendre, en tout cas moi, parce que Mathieu c'est un as, ce métier du podcast. Ouais, il a pas convaincu. T'es pas convaincu par toi-même. C'est triste. Je suis convaincu par moi-même, mais je trouve ça élogieux, mais prétentieux, je sais pas, mais bon voilà. Mais je suis content de te retrouver, puisque nous, ça fait quand même, on est des vieux amis, quoi. Mais tout à fait. Et puis de temps en temps, je suis venu chez toi, là tu viens chez nous. Mais enfin, ne disons pas tout. Voilà. Non, pardon, oui, dans des émissions de télé. Évidemment, en studio. On se voit qu'en studio, nous. Et donc, pour interroger nos deux amis du jour, Damien et Raph, on s'est dit qu'on ne serait pas... De trop. Sans une fille. Ok. À trois, avec Marjorie et Mathieu. Et on va lancer comme ça. Ce que je vous propose, c'est de lancer directement un peu nos invités pour qu'ils nous parlent un peu d'eux. On peut commencer par toi, Damien, si tu veux. Et Mathieu et moi, on va poser quelques questions. Et ensuite, on passera à Raph. Donc... Déjà, vous connaissez depuis quand, vous deux ? Ouais. Nous, avec Arnaud, c'est assez récent. C'est via l'aventure OPS1000. Je pense qu'Arnaud, c'était vraiment une connaissance de longue date de Raph. Okay. Et donc, je découvre Arnaud ces quelques mois avec plaisir. J'ai écouté votre podcast ce matin, le premier. Ok. Et j'ai découvert Arnaud. Du coup, j'ai 1000 questions pour toi. Il faut qu'on en parle derrière. et avant de juste tout ça, en 2 secondes pour ceux qui nous écoutent, OPS1000 en elevator pitch, ça donne quoi ? En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui montent des infrastructures, que ce soit dans le cloud, des infrastructures physiques. C'est très compliqué à gérer. Tout le monde cherche à automatiser. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui ont été autour des outils, mais très peu sur la gestion des données. Et en fait, quand on regarde dans différents environnements, que ce soit le monde des sales, par exemple, avec le CRM, si on ne gère pas les données proprement, on ne peut pas automatiser les process. Et donc, nous, aujourd'hui, on a identifié un gap et une solution pour mieux gérer ces données autour de la gestion d'infrastructures. Et donc, c'est ce qu'on est en train de développer à OPS1000. Voilà, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, c'est un peu de la bricole pour pouvoir faire ce que tout le monde fait dans le sales de manière automatisée. Dans l'infrastructure, ça reste quand même aujourd'hui qui est très disparate en termes de solutions. Donc, ça veut dire, pour un néophyte total comme moi, dans le cloud, tu vas balancer plein de données. Elles sont totalement désorganisées. J'avais en tête ces mots data lake, des choses comme ça. Et tu sais pas trop ni où les chercher, ni comment les utiliser. Vous allez m'aider là-dedans ? Alors, c'est légèrement différent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toutes les données qui sont dans le cloud, mais il y a toutes les données pour gérer ce cloud. C'est-à-dire qu'en fait, pour monter ce data lake, il y a énormément de composants qu'il faut configurer. Il faut s'assurer que tout fonctionne bien, les aspects de sécurité, s'assurer que tout communique. Et tous ces environnements à gérer aujourd'hui, c'est un très, très gros challenge. Ok. Et donc nous, c'est ça. De framework autour. C'est exactement ça. T'as le cloud qui est la coquille, t'as une sous-coquille qui est en dessous et c'est vous. C'est ça. C'est ça, exactement. Et ce que j'aime bien dans ces exemples, c'est que ça va nous rappeler que pour faire de la data, pour faire de l'IA, il faut de l'infra. Ça rime, mais ça fait même plus que rimer. C'est la façon d'orchestrer en réalité l'ensemble de cet écosystème et se rappeler qu'encore une fois, sans fondation, une maison, elle ne peut absolument pas se bâtir. Et c'est tous les enjeux aujourd'hui, notamment de la France, de l'Europe, comme championne peut-être future, en effet, de ces datas, du meilleur de ces datas et surtout de l'IA. Donc en gros, sans OPS1000, on n'est pas prêt d'y arriver. C'est ça l'idée. Ouais, tout à fait. C'est un peu le but, ouais. C'est pour ça qu'on s'est associés pour le faire. C'est vrai que l'arrivée de l'IA, on a vu une augmentation. Il y a quelques années, on voyait tout le monde un peu dire on va arrêter de maintenir nos propres infrastructures physiques et aller sur le cloud. Et avec l'arrivée de l'IA, on voit beaucoup de gens maintenant qui réalisent qu'il y a une grosse valeur ajoutée à aussi avoir son propre infra. Voilà. Après, nous, en soi, les solutions qu'on propose, elles fonctionnent que soit dans le cloud ou que soit dans le... Donc, les deux vagues sont intéressantes pour nous. Mais et vous arrivez à vous plugger sur le meilleur des deux mondes, en fait. Exactement. Et alors, si je viens un peu sur toi, Damien, puisque c'était l'objet, pourquoi t'es legit dans le domaine D'où est-ce que tu viens Alors, moi, comme Raph, on vient tous les deux du monde des réseaux. Donc,
Moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans ce domaine-là. Et une dizaine d'années, je suis parti aux Pas États-Unis. les réseaux sociaux, les réseaux. Les réseaux de communication. Les bas-fonds d'Internet. Voilà, c'est ça. Et il y a une dizaine d'années, je suis parti aux États-Unis et c'est là où j'ai vraiment mis le doigt dans l'automatisation de ces environnements-là. Donc ça fait une dizaine d'années que je suis vraiment super spécialisé là-dessus. Et j'ai fait l'occasion de travailler pour différents environnements. J'ai travaillé chez des constructeurs, donc le plus réseau. J'ai eu la chance de rejoindre une scale-up qui s'appelle Roblox aux États-Unis, qui est une très très grosse aujourd'hui scale-up. J'étais le premier. J'ai démarré l'équipe d'automatisation des infrastructures là-bas. Donc j'ai eu l'occasion de faire des choses assez sympas. Roblox, le jeu vidéo? Ouais, le jeu vidéo ouais. pour les ados. Ouais. Ok. Je suis arrivé au moment où c'était en mode hockey stick, comme on dit, une période assez incroyable. Et voilà, donc ça fait des années que je travaille là-dedans. Je l'ai vu sur plein d'angles différents et je suis arrivé au point où je me suis dit il y a un vrai problème dans le marché, il y a un gap aujourd'hui qui est répondu par beaucoup de professional services et beaucoup d'humains en fait. Et chaque entreprise redéveloppe un peu la roue de son côté. Et en fait, on a vu une opportunité. Raphaël, il en parlera. Lui, il l'avait vécu plutôt au monde où il crée aussi sa propre roue. Et on a dit, ben non, il faut qu'on apporte un produit qui va améliorer les solutions et qui va simplifier globalement comment les gens peuvent mettre en place ces plateformes d'automatisation, quoi. Et aujourd'hui, tu es toujours aux États-Unis ou tu partages ta vie entre les États-Unis et l'Europe, justement? Et écoute, par pur hasard, ça n'a rien à voir avec le projet Opsmill, on est rentré il y a un an. Donc, qui était globalement au même moment où on a lancé Opsmill, mais c'est vrai que finalement, c'était deux événements complètement séparés. C'est-à-dire qu'au final, après avoir travaillé aux États-Unis, moi j'étais aux États-Unis, j'avais la moitié de mon équipe qui était en France. J'ai toujours vu finalement comme soit France ou aux États-Unis, c'est maintenant qu'on travaille tous en remote, finalement il n'y a pas tellement de différence. Donc voilà, à un moment donné, je me suis dit il faut qu'on lance ce projet-là. Et puis en parallèle avec ma famille, on s'est dit il est temps de se rapprocher de nos familles respectives et de rentrer en Europe. Donc c'est plus en contexte personnel finalement qui fait l'occasion pour toi de pouvoir repartager ton temps entre les deux côtés de l'Atlantique et pas forcément une démarche comme on a pu le voir encore une fois dans le domaine de l'IA chez les jeunes ingés, 3 cofondateurs de Mistral qui se sont dit ok, on a fait nos gammes en France notamment et aux États-Unis, on a travaillé dans les meilleurs labos de Google, DeepMind et de Meta avec Fer et Llama et aujourd'hui on se dit non, il faut qu'on vienne en Europe, il faut qu'on revienne en France pour justement apporter toutes les briques pour mettre notre savoir et notre savoir-faire au service d'IA européenne et française. On n'était pas du tout dans cette démarche-là souveraine. C'était pas du tout ça. C'était probablement, même je savais que ça allait être beaucoup plus dur en revenant en France. Et j'ai eu la chance de rencontrer on se connaissait depuis longtemps, mais en gros de pouvoir ensuite construire le projet avec Raph. Et je pense qu'il a apporté toute son expertise et son expérience dans le domaine, ce qui a rendu l'aventure, je pense, beaucoup plus facile, en tout cas, ou raisonnable en termes d'efforts en France, quoi. Et aujourd'hui, c'est une valeur, une étiquette, un argument de vente sur lequel vous avez aussi envie d'axer la proposition Opmill, se dire que vous pouvez construire des briques, des infras au service de cet écosystème de l'IA européen, ou c'est encore une fois pas forcément la trajectoire que vous avez envie d'emprunter? Aujourd'hui, c'est pas vraiment la trajectoire qu'on prend. Moi, j'en parlerai après, pour avoir vendu ma société à des Américains, je reste persuadé qu'en Europe, on est meilleur que les Américains, mais on a moins d'argent. Et on a plus d'idées, on est beaucoup plus performant au niveau ingénierie. Par contre, maintenant, il faut savoir exécuter. Et je pense qu'on a vraiment une carte à jouer dans l'écosystème mondial, en fait, de l'infrastructure de l'IA. Il faut juste qu'on s'en donne les moyens. Donc en France, on n'a plus pétrole, ça de toute façon on n'en avait pas déjà au départ, et puis on n'en aura plus tout court dans le monde entier avec les derniers accords de la COP28. Mais surtout, on a des idées, on a des datas, c'est ça qu'il faut mettre en avant. On a surtout les cerveaux. Pour moi, on a surtout les cerveaux et en fait, de mon point de vue et de mon expérience, on est beaucoup plus efficace quand on exécute des projets en fait. Et ça, c'est pas juste un claim que tu as, je veux dire, évidemment, tu vois, on fantasme Harvard, Yale, Stanford, se dire, Princeton, enfin, quand même, tu vois, en termes de tech et ils sont plus, ils ont notamment une approche de l'excellence aux États-Unis, au niveau même international, parce qu'ils attirent des cerveaux qui est quand même pas rien. Ce que tu dis, moi j'ai envie d'y croire évidemment, hein, tu vois. Mais quand on finance la start-up, il a allez go cocorico, mais quelque part, est-ce que c'est vrai? Alors quand on finance en startup pendant que tu fais tes études et que tu sais que tu auras des angels ou des VC qui vont te claquer directement 2, 3, 4 millions alors que tu n'as pas fini ton diplôme et qu'en fait on s'en fiche, c'est pas du tout la même chose en France. En France, pour lever de l'argent, c'est beaucoup plus complexe et c'est beaucoup plus lent. Là-bas, tu lèves
presque sur un PowerPoint, voire que sur un PowerPoint, ce qui n'est pas le cas en France. En France, tu dois quand même amener beaucoup plus de choses devant les VC pour pouvoir lever, quoi. Bah dis donc les garçons, il me semble que vous avez levé sur un PowerPoint, en l'occurrence pour UpMills, alors il y a me dément pas. Arnaud. Non, voilà, on en parlait ce matin, en plein hiver de la tech, avec des financements qui baissent drastiquement. Vous levez 6 millions en 6-8 semaines sur un PowerPoint. Ok, toi, tu as un track record, on va en parler. Est-ce que tu as déjà fait un exit ? Non, pas que je juge sur le physique comme ça, mais je suis pas sûr qu'il soit totalement lycéen, étudiant, drop-out de Harvard, hein, pardon. Ouais. Bon alors, Raph, Damien, merci pour la présentation. Peut-être on va parler un peu de toi. Ouais. Effectivement, nous, on se connaît depuis 10 ans, depuis une aventure 10-12 ans qui s'appelait Néo Télécom. Ouais. Où tu étais déjà dans les bas-fonds de l'Internet. Ouais. On s'entendait pas très très bien à l'époque. C'est pas qu'on s'entendait bien, c'est que tu faisais n'importe quoi. Ouais. Donc j'étais obligé de te cadrer, c'est pas pareil. Il y a des règlements dans cette émission. Matt, je pense qu'on va sortir du studio, on va être beaucoup plus à l'abri. Et donc, tu as claqué la porte de Néo Télécom gentiment. Entre-temps, tu avais développé un point d'échange qui s'appelait FranceX. On en parlait avec Marjorie ce matin, qui a permis aussi de remettre un peu la France sur la carte Internet. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours avant ta première boîte dans la cyber revendue avec succès et qui vous a amené à UpMills? Alors, moi, globalement, j'ai toujours été un peu aventureux. Je suis arrivé de La Réunion, parce que moi, je suis réunionnais. Je suis arrivé à Paris en vacances pour 3 semaines pour rejoindre ma copine qui, elle, avait eu son bac. Moi, au bout de la 3e fois, je l'ai toujours pas eu, donc j'ai essayé encore. Donc, je suis venu en vacances et j'ai appelé mon père. Je dis, bon, je rentre pas, je vais me débrouiller, je trouve un job. J'ai commencé comme outliner chez Wanadoo, un des premiers. Je crois que j'étais le 20e outliner, donc c'était assez rigolo. Et après, j'ai rebondi pour arriver ensuite chez Néo Télécom, où il y a une personne, en fait, Didier Soucher, qui était le fondateur, en fait. Il m'a donné les clés, en fait, de l'infrastructure, il m'a fait confiance. De par mon expérience chez Néo Télécom, j'ai pu utiliser mes compétences que j'avais pu acquérir pendant cette période-là pour arriver à construire un point d'échange. Déjà, le réseau Néo Télécom, je l'avais construit avec une équipe qui était super. On a construit un réseau qui était international. Ensuite, FranceX, en fait, c'était une discussion dans un bar avec un Américain de chez Google qui se fichait un peu de nous, là. Il me disait, bon, les Gaulois de France, vous avez le plus de points d'échange pour les opérateurs au mètre carré en Paris, mais vous avez moins de trafic dans le monde. Parce qu'en fait, nous les Français, on fait toujours mieux que celui d'à côté. Et donc, je dis, écoute, toi, tu as de l'argent, moi j'ai des idées, mais non, on construit ça. Et on a construit ce point d'échange tous les deux, et en fait, c'est devenu le top 10 dans le monde. Voilà. Tu peux expliquer quand même ce qu'est un point d'échange, parce que je pense aujourd'hui, que 90% les opérateurs, des gens qui nous écoutent, les opérateurs, pour qu'un réseau Internet fonctionne, Internet, en fait, c'est Internetwork. C'est ça Internet, ça c'est quoi ça que ça s'appelle. Et en fait, les réseaux, pour fonctionner, il faut qu'ils s'interconnectent tous entre eux pour que ça fonctionne comme une route, une autoroute, il faut des sorties, etc. Et en fait, Internet, c'est ça. Et pour que Internet fonctionne à des capacités qui augmentent très très vite, en fait, il y a ce qu'on appelle des points d'échange qui se créent. C'est des grosses plateformes dans lesquelles tous les opérateurs se connectent. Et au lieu de passer par Lyon pour revenir à Strasbourg pour revenir à Paris, en fait, ils se connectent tous sur un point d'échange. Donc c'est un gros équipement dans lequel un gros switch, une grosse box, et en fait le trafic passe de l'un à l'autre directement. Ça permet de faciliter les échanges, et la latence, elle est beaucoup plus basse parce qu'ils sont tous en direct. Et donc voilà, donc cette plateforme-là, je l'ai construite avec lui, et on est devenu le plus gros en France maintenant de loin, et dans le top 10 mondial depuis quelques années après la création. Et voilà. FranceX, on est quoi? On est en 2010? On est en 2010, voilà. Donc l'idée c'était 2008-2009, ça commençait à germer. 2010 on l'a créé. 2011 c'était vraiment la croissance, et après voilà. Et je l'ai fait en mode associatif. Tout bêtement pour emmerder les Américains qui voulaient mettre leur point d'échange en France pour nous expliquer comment faire un Internet, parce qu'on n'était pas assez intelligent. Donc j'ai fait ça en associatif, donc c'est insaisissable et ça appartient aux membres. Et du coup, moi, d'un point de vue, j'ai pas fait d'exit, j'ai rien fait. En fait, ça appartient à la communauté, ce point d'échange. Et du coup, c'est quelque chose qui empoche maintenant, je crois, 30 ou 35 salariés et qui doit faire entre 8 et 10 millions d'euros par an. Mais attends, c'est fantastique, parce que ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que sans FranceX, en réalité, on n'aurait pas pu plugger tous les services, tous les sites, toutes les applications que l'on a accès aujourd'hui, si on n'avait pas pu démultiplier ces points d'échange. Netflix s'est déployé en premier en France sur FranceX pour pouvoir échanger son trafic avec les opérateurs. Tu connaissais cette histoire, Matt? Arnaud, j'imagine que oui, parce qu'évidemment, tu as planché sur tes dossiers, mais nous peut-être pas. Non, moi je connaissais pas. En l'occurrence, je connais d'autres histoires autour de Netflix sur leurs serveurs d'attente là, sur lesquels ils reçoivent. Avec Canal+ Overseas, ils me racontaient des choses assez incroyables d'ailleurs, mais ça non. J'ai aidé à déployer leur salle à Paris quand ils sont venus à Paris.
quand j'ai quitté Néo Télécom. Donc on est en train de revisiter l'histoire même de l'infra et des réseaux d'Internet aujourd'hui. Une partie, après il y a des gros opérateurs. Moi j'ai fait en sorte que tout ce qui était un peu plus, pas moderne je dirais, mais un peu plus dans l'air du temps en fait, je me suis plugué là-dessus et puis j'ai pu créer ma boîte grâce à ça en fait. Du coup, je suis là sur la page Wikipédia d'Internet. Tu es en train de la changer. Tu changes les notices. Pour l'anecdote, hein, quand on a commencé à bosser ensemble avec Raphaël, il m'avait envoyé une bible des réseaux qui fait 600 ou 700 pages. Je crois que c'est Pujol qui l'a écrit. Ouais, je sais plus ce que j'ai. Il m'avait dit, tant que tu n'as pas lu ça, je veux pas te parler. Alors, c'était vrai. Il y a un déclencheur sur le monde créer ta boîte. Oui, alors, en fait, j'étais chez Néo Télécom et j'arrivais à un plafond de verre où j'arrivais plus à évoluer. J'étais CTO de la boîte, je commence à grossir, j'étais extrêmement bien payé, ça marchait bien, mais je me sentais frustré, j'arrivais pas à m'exprimer et en fait j'en voulais un peu à mes boss de l'époque, Didier et tout, et je suis parti du jour au lendemain dire ouais c'est bon, m'emmerder, je me casse, je vais ailleurs. Je suis allé dans une boîte qui correspondait pas à mon tempérament, pour moi qui n'avait pas d'âme, et en fait j'ai une période assez dure, début d'année, 2 amis qui décèdent en 3 semaines, mon père et un autre ami après, donc 4 personnes en moins de 2 mois. Je me suis réveillé un matin, je me rappelle c'était un jeudi, je me suis réveillé, j'ai dit bon à 3h du matin, j'ai dit bon bah je me casse. C'est terminé, je bosse plus pour toi, voilà. Donc j'ai quitté le job parce que j'en pouvais plus, c'était pas possible. Et j'étais pas à ma place. Donc un effet personnel à la fait, et après j'avais un autre sujet, c'est que mon fils il est Asperger. Et un enfant Asperger, en fait, c'est assez compliqué. Et en France, soit on est très malade, soit on n'est pas malade. Et quand on est Asperger, en fait, il y a zéro aide, il n'y a rien. Et en fait, financièrement, j'ai dû le sortir de l'école et le mettre à domicile, au CNED, etc. Et ça coûte beaucoup d'argent. Et le seul moyen, c'était de gagner plus d'argent. Et tu soulèves deux questions qui sont absolument essentielles. D'abord, le driver pour pouvoir justement nourrir cette envie d'entrepreneuriat. Pour toi, il était extrêmement personnel. Pour toi, Damien, c'était quoi ? Moi, je me suis toujours eu cette âme d'entrepreneur. Pendant très longtemps, j'étais intrapreneur dans tous les boulots que j'ai fait. Et un jour, j'ai compris pour vraiment aller au bout de ce rêve, il fallait que je crée ma propre société. Et voilà, après, les étoiles se sont alignées pour moi. Donc il y a toujours une étincelle qui va faire qu'à un moment donné, on a envie de prendre son instinct en main et de monter sa boîte. Et puis ensuite, ce que tu soulignes aussi, c'est un thème qui est finalement assez connexe à la façon dont vous allez pouvoir mener aussi vos vies d'entrepreneurs et pour certaines d'entrepreneurs heureux. C'est le fait de se dire que dans ta position d'aidant, pour ton fils notamment, il fallait que tu puisses avoir du temps et donner du temps au temps. Et ça, tu pouvais le faire uniquement en finalement te forgeant ta propre façon d'exploiter ces 24 heures qu'on a toutes et tous dans une journée, mais qui te permettent de pouvoir démultiplier les rôles aussi et les casquettes. Oui, il y a tout ça. Aujourd'hui, depuis que j'ai quitté mes jobs salariés, en fait, la boîte était en remote. En fait, et toutes les boîtes que j'ai créées après, il n'y avait pas de bureau. Donc en fait, le principe, c'est qu'en gros, on gère son temps en fonction de la demande et de la mission qu'on doit accomplir. Et moi, c'était la meilleure méthode que j'ai pu trouver pour pouvoir continuer à faire ce que je devais faire pour ma famille et pour moi, quoi. Et c'est intéressant aussi parce que je crois qu'il y a une histoire aussi de... Tu disais tout à l'heure, tu es parti quasiment du jour au lendemain avec ces événements personnels de la boîte qui te salariait, mais il y a aussi un rapport, me semble-t-il, à la hiérarchie et au management qui est très particulière chez toi. Oui, alors disons que j'aime pas trop de bosser pour des gens qui sont stupides ou qui me racontent n'importe quoi, donc je préférais le faire. Je suis parti et je me suis rendu compte après avoir créé mes boîtes que c'est pas si simple que ça. Ah tiens. Et que en fait on est toujours le compte de quelqu'un et c'était pas simple. Donc en ressassant un peu tout, je me suis rendu compte que Didier Soucher, qui a été le fondateur de Néo Télécom, en fait indirectement, alors que je claquais la porte de Néo Télécom, en fait je me suis rendu compte que tout ce qu'il m'avait appris, en fait c'était un peu mon mentor sans que je l'avais vu, sans l'avoir vu pendant que j'étais là. Donc plusieurs années après, je l'ai rappelé pour dire écoute, j'avais tort. Bon, j'étais meilleur que toi, certes, mais j'avais tort. sur un domaine qui était l'ingénierie, la technique, et tu t'es aperçu en tant que chef d'entreprise sur ta deuxième boîte qu'en fait, il fallait être un très bon généraliste et gérer tous les sujets. Rapidement, est-ce que tu peux parler de ça? Parce que c'est aussi ce qui vous permet d'annoncer cette semaine, donc on enregistre quelques semaines avant, mais une levée de 6 millions. Tu as créé cette boîte-là dans la cyber, vous l'avez fusionnée, ça a ensuite été revendu à un leader mondial. Tout ça en 3 ans. 3 ans, ouais. Avec un tour de financement d'ailleurs au milieu. Raconte-nous ça et ensuite on bascule sur Upskill qui est votre projet et un peu le sujet.
mon ancien cofondateur Benjamin, on a créé une société en France. On a levé de l'argent en France sur de la cybersécurité. Donc, on faisait de la protection d'infrastructures, la protection contre les attaques par déni de service. Donc, on a créé cette société-là. On a levé de l'argent en France avec 3 fonds d'investissement. C'était en juillet. On a levé en juillet. On a fusionné avec une boîte américaine en janvier. Et on a vendu... juste avant le Covid, on a vendu la société. Donc, on a fait une levée en 5 millions en France. On a fait une levée de 70 millions aux US. Et on a vendu à 500 millions après. Voilà. Donc, tout ça en l'espace de 3 ans, on a fait tout ça. Sachant que nous, on a créé la R&D pendant 3 ans en France. Voilà. Donc, ça, c'était extrêmement rapide. Parce qu'en fait, encore une fois, la moitié du staff était européen. Donc, on était meilleurs, quoi. Une histoire dont ni Mathieu ni Marjorie n'avaient entendu parler jusqu'à aujourd'hui. Absolument pas. Non, c'est vrai. Et, mais ce qui est en fait évidemment intéressant et difficile, c'est que tu vois, ce matin, je tourne un épisode avec Nicolas Schweitzer qui fait du jambon végétal. Et c'est quand même beaucoup plus sexy que votre truc. Mais je dis ça en rigolant. Même le jambon je dis ça en végétal. rigolant, mais non, mais c'est pas que très sexy, bon, c'est que c'est compliqué. C'est-à-dire que évidemment, tu vois, le déni de service. J'étais en train de me dire, est-ce que c'est DDoS, c'est pareil. C'est ça, Absolument. Ça reste un truc que. Évidemment, qui est assez virtuel, qui nous concerne pas tous les jours, qui est très. Et les infras dont vous parlez, et Ops1000, tu vois, j'aimerais. J'ai compris vaguement ce que vous faisiez, tu vois, mais et je comprends l'importance de tout ça, évidemment, hein, tu vois, et c'est vital pour nous, mais c'est vrai que c'est ça qui est difficile en fait dans ces business, et c'est là où c'est intéressant aussi de s'y intéresser en termes d'investissement, parce qu'il y a énormément de choses. Pardon, tu allais dire. Ouais. Je disais, je pense que c'est les métiers de l'ombre. Moi, quand mon fils, il me demande, papa, qu'est-ce que je dis à mes copains? Tu me demandes ce que tu fais à l'école, je dis, tu leur dis que je fais tourner l'Internet. C'est pas vrai, je suis pas le seul. Mais globalement, ce qu'on fait, ça permet, ce que faisait Raphaël avec le DDoS, ça fait que demain, tu peux aller sur un site de e-commerce au milieu des fêtes de Noël et acheter tes achats de Noël. S'il n'y avait pas une solution d'anti-DDoS, tu peux être sûr que le site il serait down. Si nous, on n'avait pas ce qu'on faisait, si les gens n'étaient pas capables d'automatiser, tu pourrais pas regarder Netflix, tu pourrais pas regarder TF1. Et tous les services aujourd'hui qu'on consomme, ils marcheraient pas sans ce qu'on fait. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on a quand même un impact. En tout cas, c'est ce que je me dis tous les matins. En fait, votre job, c'est d'être Guardian of the Galaxy, mais Guardian d'Internet. Et sauf que, pour le coup, il n'y a pas de bande-son, il n'y a pas de soundtrack plus sympa. Et vous le faites tous les jours et vous aidez justement l'ensemble des PME, des ETI, mais même des particuliers. Toi et moi, quand on est internaute, si on n'avait pas en effet ces systèmes-là pour nous défendre, on pourrait être attaqué en permanence. Et aujourd'hui, à un moment où en plus la cyber est un sujet majeur, est un sujet stratégique pour toutes les entreprises, et on rappelle à chaque fois le fait qu'il faut investir évidemment en matière de cybersécurité, c'est absolument fondamental de se remettre en tête qu'il y a en effet derrière ces algos, derrière justement ces infras de défense, de vrais êtres humains qui ont pensé justement à pouvoir les concevoir. Il y a toute l'industrie du network, de l'infrastructure. On rigole souvent que les ingénieurs réseau dans des entreprises, on pense jamais à eux sauf quand ça tombe par terre. Et dès que ça tombe par terre, tout le monde leur crie dessus. Mais quand on arrive à se connecter tous les jours et qu'on arrive à avoir des temps de réponse, personne ne va les voir pour leur dire merci. Donc, j'ai toujours l'impression d'être un peu sous-valorisé. On peut leur dire merci, tiens, aujourd'hui. Merci. Bravo. Est-ce que le gardien de but, quoi. Est-ce que Marjorie, tu te ça. souviens, en tant que journaliste tech, la première fois que tu as entendu parler de DDoS? Alors oui, parce que alors pour le coup, c'est la minute nerd. Voilà, j'ai deux passion régulation et passion cyber. Donc c'est vrai que la cyber, pour le coup, c'est des enjeux absolument, encore une fois, fondamentaux et stratégiques. On peut évidemment le voir par des prismes beaucoup plus géopolitiques, par des cybermafias, tout ce qui est en train de tous les événements qu'on est en train de vivre depuis le tout début des années 2020 jusqu'à ceux qui vont nous apporter à la fin de cette décennie. Il faut les voir sous le prisme justement de la cyber. La première fois où moi j'ai commencé à toucher un petit peu à cette matière-là, c'était justement par des attaques assez retentissantes ou par des virus aussi concoctés par des cyberarmées pour aller attaquer d'autres gouvernements. Et encore une fois, c'est absolument fondamental parce que tel côté très Black Mirror et fantasmagorique, et on peut le dire sur un grand nombre de sujets tech par ailleurs, mais tu as le côté des angles où on va avoir l'impression d'entrer dans une dystopie cyber, et puis il y a quand même une vraie réalité où parfois, encore une fois en matière de tech, la réalité elle est parfois au milieu et elle est du côté du pragmatisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, toutes les entreprises sont attaquées chaque jour par des tentatives d'attaque de déni de service ou par du phishing ou par énormément d'autres types d'attaques qui peuvent être beaucoup plus sophistiquées. Et c'est fondamental de se dire que, encore une fois, c'est
c'est de l'ordre du réflexe aujourd'hui. La cyber, ça doit être intégré à toute stratégie de toute entreprise, comme l'IA, comme la RSE, ça fait partie d'un nouveau réflexe. Il y a des notes aux US en fonction de la réponse aux attaques mais que les boîtes, en fait, ils ont vu. Les boîtes qui sont fait attaquer, qui ont fait une bonne réponse à la presse et qui ont dit ce qu'ils vont faire, même s'ils ont été attaqués, en fait, leur cours de bourse, elle augmente. Oui, par ailleurs, je rappelle que c'est aussi désormais dans la logique de la régulation. Avec le RGPD européen est aussi arrivée l'obligation de déclarer ses failles de sécurité auprès du régulateur et auprès des États membres. Alors, je ne sais pas combien d'entreprises le font pour de vrai, parce qu'il y a aussi un enjeu réputationnel qui est absolument faramineux autour d'une attaque cyber, mais encore une fois, c'est comme se brosser les dents, se préparer à une stratégie cyber, c'est fondamental. Et si on revient à votre métier actuel, je n'arrive pas à mesurer à quel point c'est un défi technologique. Quelles sont les différences entre ce que va proposer OPSMIL et ce qui est proposé par d'autres, par des Américains? Est-ce qu'il y a une nécessité de souveraineté aussi, ce que tu disais tout à l'heure? Est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer là-dessus? Alors, je vais commencer avec l'histoire de la souveraineté, parce qu'il y a un élément qui est intéressant dans le monde de l'infrastructure. C'est qu'il y a beaucoup aujourd'hui de logiciels qui sont développés, mais beaucoup de ces logiciels sont développés dans un contexte qu'on appelle open source. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de propriété intellectuelle, tout est ouvert sur Internet. Alors après, il y a des systèmes de régulation, tout le monde n'a pas le droit de faire ce qu'ils veulent, mais il y a déjà ce concept où le logiciel, par défaut aujourd'hui, est plutôt gratuit. Et après, on va vendre du service, on va vendre de l'expertise, il va y avoir d'autres moyens de se rémunérer, mais on n'est pas dans un mode traditionnel où on achète nécessairement le logiciel. Donc c'est vrai que cet aspect souveraineté, c'est pas un sujet qui est prédominant, en tout cas, dans notre industrie. C'est plus une souveraineté cerise sur le gâteau, finalement. C'est plus une souveraineté cerise sur le gâteau, exactement. Après, donc la question des différenciants, alors je vais essayer de ne pas rentrer... C'est le moment ou jamais de ne pas dévoiler de secrets d'alcôve et en même temps... Non, on n'a pas de secret, c'est plus... on peut très rapidement rentrer dans la technique et perdre beaucoup de gens. En gros, dans l'infrastructure aujourd'hui, enfin dans le monde du développement logiciel aujourd'hui, il y a quelque chose qui a révolutionné le monde logiciel il y a 15 ans maintenant, qui s'appelle Git. C'était ce concept où on a été capable d'avoir un outil qui permet d'avoir plusieurs personnes qui travaillent en même temps sur le même logiciel et d'avoir en fait tout un système où on peut intégrer les changements quasiment en même temps, sans se marcher les uns sur les autres, tout en ayant de la traçabilité, tout en ayant une manière d'avoir du peer review. Et c'est quelque chose qui a vraiment libéré tout le logiciel et qui a été à la base de l'explosion de l'Internet il y a 10-15 ans, qui s'appelle Git. Aujourd'hui, c'est un outil qui a été développé pour des fichiers texte, donc qui est très 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 bon pour gérer des fichiers texte. Et en fait, depuis une dizaine d'années, depuis 5-10 ans, aujourd'hui, les gens ont commencé à l'utiliser pour gérer des données. Mais on est arrivé à un point de rupture où en fait, on se rend compte que c'est formidable ce que cet outil propose en termes de collaboration, de traçabilité, de peer review, mais on l'a dénaturé parce qu'on essaie de l'utiliser pour des données. Et l'une des idées fondamentales de ce qu'on fait nous, c'est qu'on dit, OK, on veut réutiliser ces concepts d'isolation de versions de travail, de peer review, de choses comme ça, mais on veut mettre ça dans un environnement où on a des vraies bases de données, avec un vrai schéma, avec une vraie interface pour les interroger, qui permettent de construire des applications beaucoup plus avancées, beaucoup plus évoluées. Donc sorte de guide de la donnée, donc. Exactement. C'est exactement ce qu'on fait. Et ça, c'est un vrai challenge technologique. Et il y a beaucoup en fait d'acteurs qui sont en train de se positionner là-dessus, chacun avec des problématiques différentes. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, en fait, nous, notre particularité, c'est qu'on n'est pas du tout sur du big data, on est sur du small data. C'est-à-dire qu'en fait, les données qu'on gère sont très importantes, mais elles sont toutes petites. Et donc, on a été capable de trouver un axe différent. Et on a besoin d'avoir beaucoup, beaucoup de contrôle sur ces données. Les humains ont besoin de contrôler. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on est en train de tracer un chemin un peu différent. Parce que, on veut du contrôle, on veut de la traçabilité sur des petits modèles de données avec beaucoup d'interconnexions les unes avec les autres. Et de flexibilité, surtout la flexibilité qui est pour nous primordiale dans le monde des infras qui change tous les matins. On peut passer sur une émission comme un podcast et se retrouver à avoir 1000 utilisateurs un jour et le lendemain matin 150 000. Et en fait, il faut automatiser tout ça. Le monde du DevOps en fait qui crée le cloud, en fait, ils sont déjà prêts. Les gens du réseau sont 5 ans en arrière.
Et donc, du coup, vous voulez les accélérer et accélérer leur flexibilité et leur transformation en automatisant notamment cette partie-là de l'infra. Tu disais, il faut faire attention aux plus petites data, mais small is beautiful, notamment en matière de données, parce que c'est là où se cache le trésor pour la plupart des boîtes françaises en réalité. Et c'est ce qui m'étonne toujours, moi je sais pas vous, mais quand je vais justement à la rencontre d'entrepreneurs qui sont pas forcément dans l'écosystème numérique pur et dur, mais qui ont besoin forcément de ces outils-là pour pouvoir faire progresser leur croissance et leur boîte, le fait de se dire qu'ils ont des trésors qui dorment justement en matière de données dans leurs serveurs et que parfois ils n'en ont absolument pas conscience. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui, en effet, des boîtes comme la vôtre peuvent aussi redonner cette pédagogie-là, se dire que pour pouvoir en effet progresser sur ces questions, il faut faire de la data literacy. Les données, elles se cachent partout, encore faut-il savoir les compiler, les extraire, être compliant en matière de régulation, ce qui est encore autre chose. Si on n'a pas de DPO, c'est un peu plus compliqué. Aujourd'hui, vous vous situez vraiment dans cet écosystème-là et encore une fois dans cette littératie de la donnée et dans cette pédagogie des outils et des infras. Alors, nous, il y a un trend qu'on a identifié aujourd'hui qui s'appelle les knowledge graphs. C'est quelque chose, je trouve, qui est hyper intéressant. C'est des gens qui se sont rendus compte que, comme tu disais, on a des données qui sont un peu partout. Mais quand on arrive à les rassembler dans une seule base de données avec un seul schéma de données et un seul query engine, ce qu'on appelle donc d'être capable de les interroger, on est capable de retirer plus de valeur de ces données, une fois qu'on les organise mieux. Donc c'est knowledge graph. Ces knowledge graph, on les retrouve dans toutes les industries aujourd'hui, que ce soit le healthcare, la cybersécurité. Tout le monde s'est rendu compte que quand on organisait mieux les données, qu'on les agrégeait ensemble, on était capable d'en retirer plus. Et nous, globalement, on fait la même chose dans le monde de l'infrastructure. On fait un knowledge graph appliqué au monde de l'infrastructure, sur lequel on a rajouté des concepts de Git, comme disait Mathieu tout à l'heure. Et ce qu'on veut rajouter là-dessus, tu parlais de tout ce qui est régulation. Nous, on croit, pour avoir travaillé avec beaucoup de personnes, dès qu'on a une demande, en fait, RGPD, police, etc., de donner l'information, l'extraire pour la donner aux autorités compétentes, en fait, les gens, ils vont prendre 2-3 semaines. Et quand les gens font, par exemple, il y a PCI DSS, en fait, qui permet de gérer la régulation de carte bleue, en fait, pour les gens qui puissent avoir des numéros de carte bleue, en fait, c'est une obligation de répondre à certains critères et d'être audité tous les ans. C'est 2 à 3 mois de boulot pour pouvoir répondre à l'auditeur si on est bon ou si on est compliant ou pas. Et en fait, nous, le fait qu'on a toute la donnée, en fait, qui est à un endroit, on est capable de dire tous les changements qui ont été faits, qu'est-ce qui a fait une brèche sur la sécurité, pourquoi, comment et combien de temps ça a été. Et en fait, le knowledge graph permettra en fait de récupérer ces données et de les extraire en 2 ou 3 jours. Et en fait, on gagne 3 mois de jour homme. Donc tu accélères la possibilité pour ces entreprises-là d'avoir accès plus rapidement à des certifications, si j'entends bien, et donc à du business. Exactement. Comment vous comprenez tout ça, vous je veux dire, quand tu rentres assez tôt, est-ce que tu comprends 10% et puis tu dis, bon, les gars et les dudes, ils ont l'air assez réglo, ils ont un bon background et j'y vais. Comment t'audites tout ça? Comment on comprend? Alors, c'est marrant, on n'est pas associés pour rien. J'allais vous poser la question. Vous avez vu 25 fonds d'investissement, ou peut-être 30 en 3-4 semaines. À un moment donné, vous preniez même plus de meetings. En fait, la question de Mathieu est vraiment intéressante. C'est très peu de fonds ont la capacité de vérifier si tout ce que vous avancez, ce projet, la vision technique est la bonne. Nous, on avait cette espèce d'edge avec les 2 fonds qui ont co-investi, donc Partech et Serena, parce que ils ont des experts. Donc côté Partech, c'est Reza et côté Serena, c'est Mathieu, avec qui vous vous entendiez bien et vous aviez ce lien historique. Mais finalement, très peu de fonds sont capables de vous challenger là-dessus. Nous, ça vient du fait que sur notre base de 100 souscripteurs, il y en a 10% qui viennent de ce monde des telcos, de l'infra. On a ce lien de confiance. Et donc, pour répondre à la question de Mathieu, je pense qu'au moment où tu investis tes 600 000 euros, tu te dis ok, je comprends assez bien le sujet, mais mon team bet, c'est ça qui fait ma conviction à ce stade. Là-dessus, dans les différents échanges que vous avez eus avec les fonds, comment tu arrives à discerner le fonds qui comprend bien, le fonds qui comprend rien,
Alors, c'était extrêmement facile de lever des fonds cette fois-ci par rapport à mon premier tour où en fait c'était plus compliqué. Là, comme j'avais déjà exécuté et vendu, on va dire 2 fois ma boîte en l'espace de 3 ans, c'était beaucoup plus simple. Donc, on avait effectivement plus d'entrants que de sortants, ce qui était assez bien. Et paradoxalement, en fait, la France, que je trouve techniquement meilleure, en fait, les fonds US avaient une compréhension de notre métier, en fait, de notre vision, beaucoup plus avancée que les fonds français. Les fonds français, la plupart étaient complètement largués quand on expliquait ce qu'on faisait, et en fait, ils pensaient qu'on faisait une base de données. Ce qui est une composante de la solution, mais pas vraiment ce qu'on veut faire. Après, les fonds, étant donné avec Reza, j'avais déjà levé une première fois, donc c'était plus simple. Et en fait, le pitch qu'on a fait avec les deux fonds, c'était vraiment un coup c'est surtout le feeling en fait qui a fait qu'on a signé avec eux plutôt qu'avec d'autres. On avait d'autres fonds qui voulaient prendre 100% du tour, mais nous, ce qui nous intéresse en fait, c'est l'expérience des gens qui en travaillent. Et c'est le réseau. Donc c'est ça le plus intéressant. Et on a préféré lever en France pour le premier tour. Quitte à faire une série A potentiellement France-US parce qu'en fait on voulait être proche des gens, on voulait pouvoir communiquer et globalement Mathieu était un ancien entrepreneur, donc c'est ça qui nous a aidé à expliquer ce qu'on faisait, etc. Reza, je le connais, il était chez VMware, chez Cumulus, etc. Donc ça a été relativement facile et puis ça s'est fait surtout au feeling globalement et on a eu cette chance j'ai pu faire mon exit assez conséquent. Donc on était plutôt à pouvoir choisir qui on allait prendre. Mais donc je vous emboîte le pas sur les questions là parce que ça veut dire que toi en tant qu'investisseur Arnaud, quand tu vas voir justement Damien et Raph, quand tu regardes leur projet, tu dis ok, il y a le track record, c'est certain de Raph et de ses 500 millions d'exit sur sa boîte précédente. Il y a ce projet qui te paraît absolument important, crucial pour la partie infra et l'infra de toutes les façons est là pour rester, donc investissez dans l'infra, il en restera toujours quelque chose par ailleurs. Mais tu te bases plus sur le track record ou sur le projet qui t'est proposé ? Alors déjà, c'est vrai que par rapport à la levée, nous, on avait un temps d'avance parce qu'on a échangé avec eux en amont sur le pitch deck. Et donc à ce moment-là, on a passé 1 heure avec Damien à échanger sur comment orchestrer les slides, quelle est la bonne stratégie. Donc à ce moment-là, déjà, tu rentres beaucoup plus dans le sujet et t'es pas pris par le temps. C'est-à-dire que nous, on a commencé à échanger, à voir le dossier en mai, finalement. Donc, mai, juin, juillet, tu te forges ta conviction, tu peux avoir plusieurs échanges, etc. Et ensuite, évidemment, que tu as ce lien de confiance historique avec Raphaël, mais l'opportunité, tu la challenges. Et nous, ce qu'on a fait, donc Mathieu a mis la casquette Roundtable, c'est qu'on a agrégé une vingtaine... Tout petit placement de produit. On a agrégé une vingtaine d'investisseurs dans une holding d'investissement qui sont des experts des télécoms et qui connaissaient Raphaël, qui connaissaient Damien et qui sont venus apporter cette confirmation de notre instinct. Et Damien, moi je voulais te rebondir là-dessus, c'est pas pour éluder la réponse ou botter en touche, mais toi c'était ta première levée de fonds, t'avais jamais vécu ça, c'est un moment où il y a pas mal de pression jusqu'à la signature, le débouclage du deal, etc. Comment tu l'as vécu? Quels conseils tu peux donner aux autres entrepreneurs qui vont nous écouter demain et qui vont vouloir lever des fonds? À part contacter OVNI. S'ils sont là, normalement, c'est qu'ils ont l'adresse. Écoute, tu me donnes l'opportunité en or de remettre les choses au clair. Honnêtement, je pense que d'avoir Raph à mes côtés, ça a complètement changé l'expérience. J'avais essayé de lever des fonds avant de m'associer avec Raph. Effectivement, je m'étais pris les portes fermées. Le fait déjà qu'on ait directement la possibilité de discuter avec les gens, ça change complètement la dynamique. Donc, je pense que je l'ai vécu vraiment d'un point de vue qui n'est pas commun. Si j'avais des conseils, entourez-vous. Ouais, entourez-vous de gens qui l'ont fait. C'est un monde qui est tellement spécifique. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui aujourd'hui qui pourraient aider, mais sinon associez-vous avec quelqu'un qui l'a déjà fait. Ça a une valeur énorme. Je suis quelqu'un d'assez basique, vous savez, j'aime bien quand on m'explique les choses. 6 millions aujourd'hui, ça va vous servir à quoi exactement ? À embaucher combien de talents, à aller chercher quel type de marché, à développer quel type de produit. C'est 6 millions et c'est normal d'avoir besoin de cash pour le brûler au début d'une aventure entrepreneuriale comme celle-là où on a besoin vraiment de pouvoir construire aussi du produit sur ces infra et sur UpMills. Mais concrètement, ça sert à quoi ? Alors, ça sert à embaucher des talents. Globalement, aujourd'hui, on est déjà 14. En fait, on a levé 6 en equity et 2 en dette. Donc, on est à 8
en levée. On a embauché des gens partout en Europe. On en a 3 aux US. On va continuer à grossir. On a embauché hier soir à 23h quelqu'un en UK. Donc voilà, donc le but c'est Ton embaucher... investisseur est heureux de le savoir. Voilà, donc on a embauché des gens un peu partout sur la planète. Et notre but c'est de recruter des talents pour pouvoir construire la meilleure solution, pour pouvoir la vendre aux entreprises. Globalement, notre but c'est ça, les opérateurs et entreprises. Et globalement, ça se fait pas sans des talents. C'est principalement ça. On n'aura pas beaucoup d'infra, parce qu'aujourd'hui, quand on lève de l'argent, on a la chance d'avoir des crédits chez les cloud providers. Donc, en fait, ça va pas nous coûter grand-chose la première année. Mais en fait, on prépare la phase 2, qui est, du coup, il faut être prêt pour pouvoir aller chercher plus gros en termes de clients et en termes de levée de fonds. Voilà où on est. Et ces talents, ils viennent de où? Parce que vendre des choses aussi techniques, ça doit être compliqué quand même. Quand il y a des très bons sales, je veux dire, quand tu es là-dedans, où est-ce que tu les trouves? Moi, j'en connais plein qui viennent de chez Google, qui viennent de chez Amazon, qui sont des sales qui vendent par exemple de la pub ou qui vendent des choses comme ça. Ça peut être les mêmes ou ça doit vraiment être des gens qui ont un Vas-y. Bon, les bons sales, en fait, c'est ceux, dans notre métier, c'est ceux qui ont fait de la technique avant, qui ont un background ingénieur. La plupart. Comme toi, Damien. Ouais, par exemple. Après, aujourd'hui, on n'a pas encore de sales. Aujourd'hui, on a deux, en fait. des équipes de software développeurs, des équipes d'automation engineers, des équipes... ça, après, on les connaît par nos réseaux, parce c'est un pool de ressources qui est assez limité. Il y a des gens qui font ça... Ouais, parce que l'expérience, c'est de me dire, dans ces métiers-là, le sales, un peu trop sales, qui comprend pas bien ce qu'il dit, il se fait vite dégager, genre on le déteste quand même. Tu veux dire quoi? Il y a le bon sales et le mauvais sales. Alors le bon sales, c'est le sales moi j'arriverais là-dedans en disant salut, tu vois, mais on comprend à moitié le machin. Je pense que je vois un peu le genre de... Tu deviens ambassadeur de la solution que tu es en train de proposer, en effet, donc il faut la comprendre. Après, moi j'ai démarré ma carrière en ce qu'on appelle chez nous des pre-sales, donc c'est des sales techniques. Et au final, c'est un rôle qui est hyper important aujourd'hui dans notre industrie et c'est quasi souvent eux qui portent la moitié de la relation commerciale et du deal. Alors, il y a aussi des sales purs sur les négos de contrat, les négos financières, les choses comme ça. Mais les pre-sales sont hyper importants. Et moi, je sais que j'ai commencé là et après, j'ai fait un shift vers la partie engineering et construire des produits. Mais moi, j'ai fait l'inverse. J'ai commencé dans la tech pure et maintenant, à la fin, quand tu deviens CTO d'une boîte qui a plusieurs centaines de gars sous toi, globalement, tu deviens incompétent presque. Est-ce que vous vous traînez en sales? Est-ce que vous avez fait des sales training, je parle des boîtes qui font ça? Non, aujourd'hui, faut absolument le faire. Faut absolument. Moi, le plus meilleur sales que je connais, c'est Michael Benabou, qui est cofondateur de VP. Dis-moi, mon secret, c'est que j'ai passé ma vie à parler de Crotamer. Moi, nous, on utilise une boîte qui s'appelle Jab, qui est pas très loin d'ici, JAB. On a refait traîner tous les execs et voilà, et c'est vraiment extraordinaire. Je pense. On regardera. Aujourd'hui, on est vraiment un background super technique, et en fait, il y a toujours le clivage sales. Tech. Après, les meilleurs vendeurs, ça reste les fondeurs, quoi. C'est aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. Moi, jusqu'à temps qu'on vende la boîte, j'avais encore 80% du chiffre qui dépendait de moi, quoi. Jusqu'à la vente. Et ça, il faut réussir à scaler de côté. Exactement. On va libérer Mathieu, qui a un impératif. Merci beaucoup, Mathieu. Salut, c'était un grand plaisir. Merci, Mathieu. Changement de décor presque à vue. Peut-être piqué toutes les casquettes. venu participer à cet épisode. Marjorie, quand tu veux. Moi, je continuerai avec Raph et Damien. De toute façon, on fait pas de coupure. Ou alors, on peut couper et relancer après. Tu me dis, c'est toi qui es maître de l'horloge. Il est 16h01. Du coup, on continue à enregistrer dans les conditions du direct. Là, on est dans les conditions du direct. Ah, d'accord, donc on peut remonter derrière. Comme tu veux. En fait, il va falloir que j'aille bosser une émission pour ce soir aussi. Allez, donc, écoute, mais je te libère. Tu veux qu'on passe quand même une question de fin ou pas? Ouais, on va terminer tous les deux cet épisode avec Raph et Damien. Et puis après, moi, je compléterai par quelques questions-réponses si besoin. Alors du coup, attends, vous voulez qu'on fasse un plan de coupe ou pas? Non, les amis, un plan d'écoute pour que ce soit plus simple à Non, raccorder. c'est bon, t'inquiète, c'est moi qui le fais le matin tôt ou le soir tard. Bravo. Est-ce que, Marjorie, c'est notre premier podcast ensemble. Est-ce que t'es contente d'être venue écouter ces entrepreneurs qui ont fait l'Internet? Ce matin, t'avais plein de questions quand on préparait un peu le podcast. Est-ce que t'as appris des trucs? Est-ce que tu as encore 1000 questions et malheureusement le temps est compté On a toujours 1000 questions, c'est l'histoire de la vie, il faut toujours avoir 1000 questions, notamment pour ces entrepreneurs-là, parce que c'est encore une fois, moi je peux en télé ou dans d'autres types d'émissions ou sur scène avoir des angles qui vont
encore être du côté du Black Mirror ou du tech-optimisme à tout crin. Il y a un moment où, en fait, si on met pas les mains dans le cambouis avec ces entrepreneurs-là, si on n'essaie pas de comprendre comment, justement, sont fabriqués ces outils, ces infras-là, on peut continuer à raconter beaucoup de bêtises. Et la vérité, je le redis, en matière de technologie, elle se situe souvent au milieu, c'est-à-dire du côté du pragmatisme. Et ça fait du bien d'entendre parfois la façon dont, en effet, ces créateurs et ces créatrices-là, tous les jours se confrontent à des sujets, à des problématiques et essaient de craquer et trouver des solutions pour pouvoir y parvenir. Et c'est pas parce que c'est de l'infra et que c'est de l'invisible, c'est les gardiennes de l'Internet, que pour autant, il ne faut pas les rendre visibles. Parce que sans eux, il n'y a pas tout ce qu'on est en train de faire ici. Il n'y a pas de podcast, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de son, et surtout, il n'y a pas de business. Exactement. Bon, c'est pas mal comme mot de la fin. Je te le propose. Les garçons, Raph, Damien, un petit mot à dire aux gens qui vont nous écouter et qui vont, après la vague d'annonces dans la presse, entendre parler de vous sur cette levée de fonds. Peut-être, je sais pas, votre mot de la fin à vous après 45 minutes ensemble. Damien, toi, tu me disais que tu écoutais Mathieu. Première fois que tu le rencontres, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu retiens de cet épisode ensemble ? Super expérience. Le studio est bien plus petit que j'aurais imaginé. C'est marrant, les caméras qui déforment. Mais non, globalement, super expérience. Et pour les gens qui nous écoutent, intéressez-vous au monde de l'infra. Je pense qu'il y a des choses super intéressantes. Vous en avez probablement chez vous. Il y a probablement des problèmes d'automatisation. Passez-nous un coup de fil. Ravi de discuter avec vous et de voir comment on peut avancer ensemble. Et Raph, est-ce que ce podcast nous réconcilie un peu ? Bon, disons que oui, tous les deux, on a évolué beaucoup depuis. On a fait les erreurs qu'il fallait faire quand on était jeune. Et sur ce sujet, d'ailleurs, il faut faire des erreurs. Ce que je dirais aux entrepreneurs, c'est en prenant des risques, en faisant des erreurs, que vous allez apprendre. Sans faire d'erreurs, on n'apprend pas. Et en fait, ce qu'on dit, la vie, elle vous donne pas ce que vous voulez. En fait, elle vous donne c'est ce que vous allez chercher, ce que vous méritez. Et c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, pour le fait d'avoir exécuté, d'avoir travaillé comme un damné pendant plusieurs années, d'avoir un objectif. L'objectif, c'est plus important. Il y en a plein qui montent des boîtes avec l'objectif de vendre. Et l'objectif de vendre, c'est pas une fin en soi. L'objectif pour nous, c'est de créer avant tout, de changer une industrie. En fait, c'est ce que vraiment qu'on veut. On veut arriver à un moment où en fait on a créé ce mouvement sur l'infrastructure réseau, d'amener quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui et d'être les pionniers. Voilà. Ce que j'ai fait avec FranceX, on est le plus gros et le pionnier en fait des points d'échange fédérés. Et avec Acorus, qu'à l'époque qu'on a créé, on était le plus gros opérateur de protection des DOS en France, non des tier 1 américains, etc. On était le plus gros. Et on était aujourd'hui, les gens après, quand nous on a vendu, ils disent en fait il y avait Acorus et les autres. Donc peut-être merci Raph pour ce partage. Et Marjorie, moi la première fois que j'ai entendu parler de DDoS, c'était Adopi et Charlie Hebdo qui se faisaient attaquer, leur site web se faisait défoncer. Absolument. Donc c'est à ce moment-là que j'ai compris que Internet ça pouvait être aussi une arme. Voilà. Donc moi ça remonte à... C'était derrière mon réseau à l'époque. Exactement, plus d'une dizaine Et là tu l'as pas engueulé d'années. Là je travaillais. Donc merci à tous, à tous les gens qui vont nous écouter. Ravi de vous avoir avec nous dans ce podcast. N'hésitez pas à partager autour de vous, vous abonner à nos newsletters et puis à très bientôt pour un nouvel épisode. On va libérer Marjorie. Merci mille fois d'être venue me prêter main forte et me faire bénéficier de toute ton expertise dans ce métier de journaliste de la tech. Attention, à très bientôt. J'ai 150 ans d'un coup dans ce... Salut tout le monde, à bientôt, merci. À bientôt. Merci.